Bonjour à tous, c'est démarré, nous sommes en direct, on va attendre que tout le monde arrive, il est 10h, j'espère que vous allez bien. Alors, tac. Voilà, on est 27 connectés, on va attendre un tout petit peu. Hello Yannick, on est fidèle au rendez-vous. Salut Thibaut. Salut Ronan. On voit que Salut Ronan. Ronan n'a pas été découragé. Il était à la conférence en présentiel. Il n'a pas été découragé. C'est un bon signe. Je vais mettre un petit message interne. Ok, et je pense qu'on va démarrer par les présentations parce que la plupart des gens qui sont ici nous connaissent déjà. Donc c'est parti, je suis Vincent Lahaye, je suis le lead tracking au sein d'Unnest et je suis accompagné aujourd'hui d'Aristide Rioux qui va nous parler de GA4. Aristide, je te laisse te présenter si tu veux. Et donc, Aristide, si vous ne me connaissez pas, je travaille au sein de la BU de Vincent, au sein de la BU tracking chez Honest sur différents sujets, dont GA4 et BigQuery, dont on va largement parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une session un peu qui change de l'ordinaire, si vous avez vu les autres webinaires, puisque on va reprendre la session qu'Aristide avait fait au Mesure Camp. Donc on est sur un ton très Mesure Camp. Si vous ne connaissez pas cet événement, je vous invite à regarder de près, parce que c'est un très bon événement. Le temps que tout le monde arrive, on refait une petite présentation. Je vais aller assez vite parce qu'Aristide a beaucoup de choses à dire après. Donc, ces séminaires vous est proposé par Unnest, une société de data consulting créée en 2021 avec plus de 100 projets à nos actifs et 35 consultants. On fait du data consulting, du data product management, de l'analytics et tracking, donc là ça va être vos co-animateurs, de la data intelligence, on monte aussi des data platforms et on est aussi institut de formation. On fait des formations notamment sur GA et BigQuery si ça vous intéresse. Voilà, si vous voulez voir nos chères têtes, on est à peu près, on est une trentaine et on est ravis, on serait ravis de travailler avec vous si vous avez des projets. Voilà, type de clients, PME, scale-up, ETI, grands groupes, donc on travaille avec un petit peu tout le monde, tous ceux qui ont des gros projets data, que ce soit du tracking ou tout du long des projets data, que ce soit de la collecte jusqu'à la data vise en passant par monter une data platform. Et voilà, on s'est présenté, Vincent Lahaye, Aristide Rioux, et si c'est OK pour toi Aristide, je pense qu'on va démarrer. Je fais un petit point sur les participants. On est 43 connectés, donc là je pense que sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Donc Aristide, je te laisse la main pour continuer. Ok, top. Eh bien, c'est parti. On a un beau programme à couvrir. N'hésitez pas, juste, excuse-moi, je te coupe la parole, n'hésitez pas à poser la question. Donc vous avez un onglet questions si vous souhaitez poser une question, et sinon je serai dans le chat. Je pourrai répondre au fur et à mesure, mais sinon on fera des pauses à des moments clés pour qu'Aristide prenne vos questions ou vos remarques. Et pensez à bien vous hydrater aussi. C'est important de bien s'hydrater en période d'été. Et là, GA4. oui, je pose plus de questions. je te coupe plus la parole et je te laisse y aller. Donc, comme disait Vincent, c'est une conférence qui a été précédemment faite au Major Camp et je vois qu'on a même quelques participants a priori qui étaient déjà là. Donc, partons, allons directement dans le vif du sujet. Y a-t-il un problème avec l'interface de GA4 illustrée en même? GA4, donc c'est quand même un outil formidable qui nous donne des noms de dimensions extrêmement clairs pour trouver une URL et qui, plutôt que de l'appeler l'URL, l'appelle chemin de la page et classe de l'écran. GA4, c'est un outil qui permet d'avoir au dernier comptage 3 métriques permettant d'avoir le nombre de transactions, les achats, les transactions, les achats d'e-commerce. Je ne sais pas, peut-être que c'est pour les e-commerçants, s'ils veulent avoir plusieurs façons d'avoir leurs transactions, ça doit leur faire un peu plus plaisir.
Mais en revanche, on a très exactement 0 métrique permettant d'avoir le taux de conversion par objectif, puisque c'est bien connu, personne n'utilise le taux de conversion par objectif, ce n'est pas du tout utile. On a des choses comme Reporting Identity qui sont toujours extrêmement claires, simples. On comprend exactement l'impact de Consent Mode sur les données. On comprend exactement ce qui se passe quand on a des données consenties et non consenties. On a des choses qui changent, qui sont très claires. Les conversions deviennent les key events. Donc, on pense qu'on a une équipe produit qui travaille très très dur chez Google pour aller trouver des noms qui étaient déjà pas extrêmement clairs et qui réussit à les rendre encore moins clairs. Bref, je pense au vu des participants que vous n'êtes pas sans savoir que derrière GA4, on a un outil qui est quand même relativement sympa qui s'appelle BigQuery et qui, quand on fait l'effort de se mettre un petit peu dedans, permet de reproduire la plupart des rapports assez simplement et d'aller beaucoup plus loin. Mais fatalement, ne faire que du BigQuery, c'est bien, mais il y a toujours cet argument qui revient de le client ou le manager ou le collègue ou je ne sais qui a l'habitude d'aller dans GA. Effectivement, on ne peut pas mettre tout le monde à BigQuery et ça, je l'entends bien. Pour faire des choses relativement simples, pour aller faire des reporting un petit peu simples, faire du Looker, faire du Jupyter, ça peut vite être un petit peu overkill. On peut vite se retrouver sur une mini stack data, on va dire, qui ne se justifie pas forcément quand on a besoin de connaître le taux de rebond sur une source de trafic donnée. On peut avoir certaines choses qui sont un peu plus complexes à faire sur BigQuery. Par exemple, si on veut faire des modèles d'attribution un peu custom, quand on commence à taper dans des choses e-commerce, on fait des unnest, de unnest, de unnest et qu'on a des custom dimensions de scope item. Encore une fois, ça se fait, mais ça demande quand même un certain effort d'apprentissage et une certaine capacité d'abstraction. Et bien sûr, BigQuery, vous n'êtes pas sans savoir que ça a ses limites. D'ailleurs, on y reviendra un petit peu durant la conférence, puisque aller se mettre en place un DBT Dataform aux petits oignons, ça prend du temps, ça coûte un petit peu d'argent. Et fatalement, la PME du coin de la rue n'a pas forcément les moyens de faire ça. Donc, on a un constat qui est que GA4, ça marche moyennement, mais pour autant, on pourrait avoir tendance à se dire... D'ailleurs, c'est un petit peu la philosophie qu'a pris ce Piwik Pro, qu'on va revenir complètement dans un univers Universal Analytics. Universal Analytics, article qu'on a toutes et tous chéri pendant des années, voire des dizaines d'années, et qui était un outil quand même qui offrait en mode interface une certaine flexibilité. Mais cela dit, je ne suis pas non plus de l'école qui consiste à dire qu'on va tout refaire comme sur UA, puisque UA faisait aussi pas mal d'erreurs. Je vous ai mis ce screenshot de ces magnifiques rapports de flux d'engagement, je crois, qui n'ont jamais marché. Il y avait un article de la doc qui disait globalement « ça ne marche pas ». J'ai mis un vieil article que j'avais écrit à l'époque sur les histoires de scope dans UA, qui était globalement une énorme tannée et qui étaient des choses pas spécialement exploitables. Donc en fait, UA était un super outil en mode interface, mais malgré tout restait quelque chose qui faisait beaucoup d'abstraction, qui prenait beaucoup de décisions à la place de l'utilisateur et qu'on n'a pas forcément envie de reproduire. Donc voilà, mon idée consiste à dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, avec donc un tir gratuit sur Matomo. Mais voilà, au-delà de la blague qui consiste à dire que voilà, c'est pas juste UA c'était parfait, GA4 c'est nul. Il y a des bonnes choses dans GA4, il y avait des bonnes choses dans UA, et on a un outil qui est à dispo qui s'appelle BigQuery et qui nous permet de tirer le meilleur des deux mondes, et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai mis un screenshot, alors cela, ça peut sembler un petit peu sortir de nulle part, mais on a les rapports d'exploration dans GA4 qui sont un ersatz de ce que pourrait être quelque chose comme Adobe Workspace, si je ne dis pas de bêtises. Je ne connais pas hyper bien Adobe, j'en ai pas fait depuis très longtemps, mais on peut imaginer que avec un petit peu d'effort, GA4 pourrait ressembler à ça. Pour résumer, avant d'attaquer à proprement parler la session, j'ose une métaphore qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'aime à dire que GA3 c'était un peu le Windows XP de l'analytics, c'est-à-dire quelque chose d'un peu usine à gaz, un peu complexe, mais qui au final tient debout sans qu'on sache vraiment trop comment et qui est quand même très apprécié par les utilisateurs, et que GA4 pourrait, je dis bien pourrait, être le Windows Phone
de son époque. Alors, je ne sais pas si ça parlera à certains, mais Windows Phone, c'était un OS qui, à bon sens en tout cas, était peut-être un peu en avance sur son temps et qui a fini par donner des choses qui ont bien fonctionné. Donc, maintenant qu'on va réellement rentrer dans le vif du sujet, le vrai titre de la conférence va consister à dire très modestement, imaginons que l'on soit à la place de Google et qu'on puisse en fait redesigner une interface, en tout cas de façon assez basique, en se disant maintenant qu'on a la connaissance de BigQuery et maintenant qu'on a la connaissance de ce dont on a besoin en analytics, à quoi ressemblerait une vraie interface? Alors, no offense Google, mais à quoi ressemblerait une interface un peu plus user-friendly de GA4, sachant qu'on a la connaissance de BigQuery. Donc, en résumé, moi, je trouve qu'on a quelque chose dans GA4 qui s'appelle les rapports d'exploration, qui malheureusement sont souvent un peu sous-exploités. Et finalement, tout ce que je vais vous proposer, tout ce que j'ai conceptualisé, tout ce que j'ai maquetté, ça reprend quand même en partie un peu la philosophie des rapports d'exploration. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, fini les mêmes. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous invite en parallèle. J'espère que vous avez plusieurs écrans ou des grands écrans. J'ai fait un petit repo GitHub qui est accessible sur mon GitHub où je m'appelle tout simplement Aristide Rioux. J'ai fait une short URL bit.ly/mc_2024 où vous avez les queries en SQL que je vais vous donner. Donc, la plupart des queries marchent sur le dataset Sandbox BigQuery. D'ailleurs, je vous invite à le récupérer si vous ne l'avez pas utilisé. C'est très pratique pour faire des démos et pour s'exercer sans risquer de faire dépenser de l'argent à votre client ou à votre entreprise. Il y a une query qui marche pas, c'est la query sur la table intraday, puisque sur le dataset de démo, on n'a pas de table intraday. Après, bon, vous verrez que ça reste relativement simple à mettre en place. Donc, imaginons, on est dans un univers, on a donc ce GA 4.1 qui existe en tout cas dans ma tête, et on va commencer par faire des choses très simples. On va commencer par compter des choses. Alors, je répète, puisqu'on m'a fait poser la question, mais Jean-Claude, cette interface n'existe pas. C'est purement des maquettes que j'ai faites un petit peu à l'arrache dans Figma. Mais imaginons que l'on voudrait compter des choses et qu'on ait ce que j'ai appelé un metric designer. Alors, j'ai fait une interface qu'on va bien sûr détailler avec un nom de métrique, un nom d'événement, des paramètres et le type de calcul que l'on va faire. Et vous allez voir qu'on va petit à petit détricoter cette interface. Donc, un simple comptage d'événements, on va démarrer très gentiment, ça va tout simplement être un count. Alors, c'est pas la surprise de l'année. Et on va tout simplement compter un nombre de bits. Donc, vous allez voir, je vous rassure, ça va se complexifier un petit peu. Compter un certain nombre d'événements sur un événement en particulier, ça va être un count where, où on va tout simplement sélectionner un événement. Donc, compter le nombre de transactions, ça va être un event name égale purchase. Jusqu'ici, normalement, tout va bien. Et là où on va pouvoir commencer à faire des choses intéressantes, c'est qu'on va pouvoir filtrer sur des paramètres d'événements. Si par exemple, je veux compter des add to cart sur une page en particulier, on va tout simplement faire un where end. Là, la query, elle gagne tout de suite un tout petit peu en complexité puisque pour compter sur un page location, il faut faire un unnest, mais on pourrait tout à fait faire un count sur d'autres paramètres comme le navigateur, la source de trafic ou des choses comme ça. D'autant plus que maintenant, alors, on a depuis peu la last traffic source, alors c'est pas encore tout à fait sec, mais on se retrouve avec des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, on sait faire un comptage d'événements avec des filtres sur des paramètres. Donc là, on était pour l'instant sur du simple comptage d'événements, mais si on veut compter des utilisateurs, eh ben, ça va pas être beaucoup plus compliqué. Finalement, la logique va être la même au niveau de notre where, mais on va aller faire tout simplement du count distinct user pseudo ID. Le user pseudo ID, si vous ne connaissez pas dans BigQuery, c'est tout simplement l'ID de cookie, et en fait, ça va exactement revenir à du count d'utilisateurs. Et donc, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait faire dans GA4, même dans n'importe quel outil d'analytics, en mettant une métrique user en face d'à peu près n'importe quoi. On peut faire la même chose pour des sessions. Là, j'ai juste remis le screenshot un petit peu plus sur le côté parce que pour faire un count de sessions, c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est surtout un tout petit peu plus long parce que quand on veut compter des sessions, on fait une concaténation d'un user pseudo ID et d'un GA session ID parce que sinon on a simplement du timestamp.
Et finalement, on se retrouve exactement avec la même chose et on va faire du comptage de sessions dédupliquées pour un événement donné. Le principe est le même, hein, c'est juste notre select qui va varier. Quelque chose qui manque assez cruellement dans GA4, et c'est un petit peu dommage, c'est de pouvoir calculer non pas simplement une somme, mais tout simplement un comptage sur un paramètre d'événement. Alors, c'est pas la chose qu'on a le plus souvent, mais ce serait un peu l'équivalent de ce qu'on avait sur le event value dans GA3 et ce qu'on a également dans Piwik Pro. En fait, tout simplement, il suffit qu'on ait un champ comme une value. Alors, le value, on l'a sur le e-commerce dans GA4, mais on peut passer des paramètres de type float dans n'importe quel paramètre d'événement. On pourrait imaginer faire du cast, même s'il ne faut pas en abuser. Et en fait, partant du principe qu'on a un champ qui est numérique, on peut tout à fait aller faire du average sur un min. Donc là, typiquement, vous allez aller prendre, je ne sais pas, des add to cart, par exemple, et calculer le montant moyen du add to cart. C'est tout simplement un calcul sur un paramètre. Et on peut même imaginer aller plus loin. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas tellement dans les outils d'analytics, alors que finalement, c'est pas si compliqué que ça à faire en termes de calcul. Même chose, à partir du moment où on a un paramètre numérique, on peut aller au-delà de la simple valeur et on peut calculer des quartiles, des centiles, et on peut aller chercher de la distribution un peu au-delà de simplement la moyenne, puisque la moyenne n'est pas toujours un bon indicateur. Et notamment, dès qu'on s'intéresse à des montants en e-commerce, ça peut être intéressant d'avoir de la distribution plutôt que simplement une valeur. Donc, pour résumer, je vous invite, hein, si vous l'avez pas encore fait, gardez-vous le repo tranquillement sur le côté, re-regardez ça, mais à ce stade, on sait faire quoi? On sait compter des choses, donc ce qu'on peut faire avec des simples comptages, on se dit finalement en SQL, on n'a rien fait de foufou, mais on peut aller recalculer des métriques e-commerce spécifiques. C'est des choses qu'on a dans l'interface de GA4, mais on a des métriques qui sont pas hyper claires, alors que là, finalement, on pourrait refaire la même chose en disant, je veux compter des add to cart, je veux compter des purchases. On pourrait tout simplement aller se faire des métriques custom en allant compter n'importe quel événement sans être tributaire de ça. On va pas avoir besoin d'avoir de typage arbitraire du type custom dimension, custom metric. On peut tout caster. Ça, c'est quelque chose dont je suis pas hyper fan dans GA, même si j'entends la question de la performance. Mais en fait, on va pas avoir nécessairement besoin d'avoir quelque chose dont on a décidé en amont que ce serait une custom dimension ou une custom metric. On peut très bien avoir un champ qui est stringifié et le caster sous forme de float, même si encore une fois, c'est pas anodin en termes de processing. Il faut pas en abuser. Bien évidemment, on peut avoir toutes les conversions possibles et imaginables sans forcément les calculer en amont. Et puis finalement, une déduplication session user pour l'ensemble des cas et ne pas dépendre des notions de scope qui peuvent être parfois un peu floues dans GA4. Là, en fait, c'est tout simplement du comptage d'événements, de la dédupe de session, de la dédupe au niveau du user pseudo-ID. Il n'y a rien de plus bête en SQL. Je ne sais pas si Vincent, tu veux faire une mini pause question. Il y a des choses sur le chat. Pas de questions dans le chat ni dans l'onglet questions, donc n'hésitez pas, même si vous voulez lancer une discussion, on la mettra dans un temps défini, mais n'hésitez pas à réagir. On peut continuer. On fera la pause à la prochaine utilisation. On est encore sur des choses assez simples, donc là on est tout simplement en train de s'échauffer. Pour l'instant, on a compté des choses, mais on n'a pas mis de dimensions. Donc encore une fois, hein, projetez-vous dans vos rapports d'exploration GA, métrique, dimension. Là, globalement, on a fait de la métrique. Mais on n'a pas encore fait de dimension. Donc voilà, selon moi, et avec mes modestes compétences de très mauvais UX designer, à quoi pourrait ressembler un écran de sélection des dimensions. Donc, on va détricoter cet écran tranquillement. Donc déjà, moi je trouve que ce serait un petit peu plus simple plutôt que d'avoir ces noms de dimensions qui sont quand même extrêmement mal faits dans GA4, d'aller tout simplement chercher des champs BQ avec un petit lien vers le schéma BQ. Si vous avez l'habitude de jouer avec, on a des noms de dimensions qui sont relativement lunaires dans l'interface de GA4, alors que dans BQ, quand on s'est intéressé 10 minutes à la doc, c'est relativement simple. Et aller chercher un champ BQ directement, un event name, un page pass ou des choses comme ça, serait relativement simple. Alors, et puis évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que certains champs sont nestés, donc si on doit passer par un petit unnest, il y a globalement pas trop de problèmes, mais globalement, ça se fait relativement bien. Donc là, j'ai pris tout simplement le event name, qui est le champ le plus évident, mais vous connaissez le schéma. Ensuite,
là, on va complexifier la query, en tout cas en apparence, mais finalement, ça va pas être si compliqué que ça. On peut tout à fait aller faire, imaginer des sortes de lookup table pour aller reclassifier des événements. Alors, je me suis totalement inspiré du design de lookup table de GTM, puisque des lookup tables, c'est des choses qu'on fait très régulièrement dans Tag Manager, en prenant quelque chose qui est envoyé dans le data layer, dans un cookie ou autre, et en allant le retraiter. Bah là, on pourrait tout à fait imaginer reclassifier des événements en disant que si j'ai du view item, du view promotion, du add to cart, etc., c'est un événement que je vais renommer e-commerce, et que quand il s'appelle session start, first visit, user engagement, on pourrait prendre tout ce qu'on a derrière enhanced measurement, on pourrait avoir quelque chose comme automatique. Donc, visuellement, ça se traduit par une lookup table, mais en termes de code, c'est tout simplement un case when end en SQL qui va aller prendre un champ et juste le réécrire. Encore une fois, si vous avez fait des lookup tables dans GTM, c'est relativement simple. Et ça va permettre d'éviter ces petits retraitements qu'on fait, alors soit dans un pipeline de données un peu propre, mais ces retraitements qu'on fait souvent un petit peu à la main, un petit peu à l'arrache, depuis des CSV qu'on chope dans Analytics, et finalement, ça nous permettrait de retraiter et de reclassifier les données assez simplement. Donc, pour ce qui est des dimensions, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir. Moi, je trouve que cette feature, elle est assez simple, elle ne nécessite pas de grosses connaissances en SQL, mais je trouve que GA4 nous donne des reclassifications qui sont arbitraires et qui sont parfois hyper, que je trouve un petit peu stupides. Là, finalement, on se refait nos reclassifications à la donnée et on n'a pas trop de problèmes. Je pense notamment au channel grouping et au content grouping. Le channel grouping de GA4, il est devenu, je trouve, un petit peu bêtement complexe. Et en fait, finalement, ce que je vous ai raconté, ce n'est que du channel grouping custom, mais appliqué à n'importe quelle dimension. Le channel grouping custom de GA4 est plutôt une bonne feature. Le content grouping, c'est pareil, c'est toujours des choses qui ont été plutôt utiles. Mais finalement, pourquoi se restreindre à ces deux dimensions alors qu'on pourrait tout à fait imaginer aller retraiter n'importe quel champ natif de BigQuery à la volée. Et évidemment, je mets toujours un petit tir gratuit sur Consent Mode, sur Reporting Identity, même si les deux sont liés. Reporting Identity qui est quand même pas le truc le plus clair de GA4, alors que finalement, on a du Group by Privacy Info Analytics Storage, puisque le statut de consentement est remonté au travers de ce champ BQ. Et en fait, finalement, ça permettrait d'y voir beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, je pense que les gens ici qui utilisent BigQuery font ça au quotidien, puisque ça nous permet, dans une certaine mesure, en tout cas sur les événements, d'avoir une segmentation par statut de consentement. C'est quand même beaucoup plus clair que d'aller dans l'admin, changer reporting identity et reprendre les infos avant et après changement. C'est le truc le plus simple du Vincent, je crois qu'on a des questions. Oui, il y a Lilian qu'on salue, qui est en train de discuter avec Florian, qu'on salue aussi, qui nous demande est-ce qu'on est obligé de faire des subqueries pour unnest ou alors peut-on faire directement un cross-join dans le from? Une question un peu technique. Et Florian rajoute attention à ne pas faire de count étoile après un cross-join, sinon on ne compte plus des événements. Donc voilà, on a deux questions un peu précises. Je ne sais pas si tu as... C'est une bonne question. Est-ce qu'on doit refaire pour moi, on peut faire les deux. Ça se vérifie. Moi, je sais que quand je fais des nests, je les fais de façon un peu brute de décoffrage. Et puis derrière, je refais un group by. Ça se vérifie. Honnêtement, comme ça, à la volée, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a des gens plus pointus sur BQ que moi qui pourront répondre. Et par contre, j'ai pas compris la question du 40 étoiles. On ne compte que des événements. Ça, je suis pas sûr d'avoir compris la question de Florian. C'était ça? Oui. Et ben, je pense que Florian va mettre un peu plus de commentaires. Si jamais tu fais du NS dans le from, ça va dédupliquer tes lignes, donc tu n'auras plus une ligne en event. Ok. Ça marche. Bon bah. Ok. Je pense qu'il y a une conversation qui est en train de se créer, donc n'hésitez pas. Ok. Bon, on y reviendra après si besoin, ou peut-être que ça se règle avec un maxif, mais bon, en tout cas, on en discutera si besoin. J'avance et on verra si en fin de session on a le temps de rediscuter ça un peu plus, voire en off après la session. Donc du coup, si maintenant qu'on a compté des métriques, maintenant qu'on a compté des dimensions, on va construire des rapports. Et alors là, vous voyez que j'ai pas réinventé la roue par rapport à ce qui existe déjà dans les rapports d'exploration de GA4, des dimensions, des métriques, des lignes, des filtres. Et finalement, on va juste ranger la chambre, puisque nos dimensions, c'est ce qu'on a fait à l'instant. Nos métriques, c'est ce qu'on a fait juste avant. Donc, on va mettre tout ça côte à côte.
Et en fait, le nombre de lignes qu'on va afficher et les filtres, ça va être tout simplement du where et du limit, puisque ça, c'est aussi quelque chose qui me bute un petit peu dans l'interface de GA4, c'est que par défaut, il n'affiche que 10 lignes sans pagination. C'est-à-dire qu'on peut afficher 10 lignes, 50 lignes, 100 lignes, 500 lignes, sans avoir de la pagination correcte, alors que tout simplement, avec un limit, eh ben, on pourrait afficher le nombre de lignes comme dans n'importe quel outil qui affiche de la data depuis 50 ans. On aurait donc un écran de résultats qui serait un simple tableau bête et méchant. Là, j'ai pas fait l'effort de mettre des fake données, mais imaginez que ce tableau soit rempli avec 2-3 petites subtilités. Bon, déjà, comme je vous disais, de la pagination, hein, ça serait pas mal que Google y pense. Et puis surtout, des champs calculés. Alors les champs calculés, s'il y en a qui font du Google Sheet, des anciens d'Excel, c'est quelque chose qui vous parle, ou même d'ailleurs du Looker Studio, tout simplement. Du champ calculé, ça pourrait être tout simplement donc ça va être des champs qui vont s'appliquer sur le rapport agrégé et non pas sur des calculs à la volée. Et puis on pourrait tout simplement aller faire des choses comme, je sais pas, calculer le taux de conversion par événement, aller calculer des événements par session, des événements par utilisateur. Encore une fois, c'est des choses qui existent dans l'interface de GA4, hein, on en a pas mal et ils font quand même globalement le job. Mais là, on pourrait tout simplement calculer tout ce dont on a besoin à partir du moment où on a déjà calculé des métriques. On peut faire n'importe quel ratio, addition, soustraction, reformatage, et on pourrait tout à fait avoir un champ calculé qui donc interviendrait en aval du calcul, ce qui serait toujours intéressant. Et puis, ça c'est toujours intéressant de sensibiliser sur le coût des queries, parce que BigQuery, quand on requête, ça coûte en général pas très cher, mais quand on commence à aller taper des gros datasets sur des longues périodes, on paye à la query. Et donc, vous savez que dans BigQ, on a donc le poids de la query qui est affiché, mais pas le coût directement, parce que le coût est parfois un peu complexe à calculer. Ce serait toujours intéressant d'avoir une petite idée du coût. Est-ce qu'on fait une requête qui coûte 1 centime, 1 euro, 10 euros ou autre, pour anticiper les problèmes de carte bleue débitée un petit peu trop vite. Donc, notre report builder va nous permettre de refaire des métriques calculées à la volée, sans forcément avoir plus de coûts de processing, parce que les métriques calculées seraient calculées sur le front, et donc sur des résultats qui sont déjà affichés. Et puis évidemment, tout ce qui est taux de conversion sans mapping, on pourrait les avoir sans trop de problèmes, et les taux de conversion à la session, à l'utilisateur, etc., qu'on pourrait avoir sans être tributaire de « j'ai à nommer ces champs-là à dispo ». On a des questions. Je vois le petite bulle sur le chat. Il y a eu des commentaires suite à la discussion lancée par Lilian, et il y a quand même une question de Sébastien Pujat qu'on salue, mais je pense que tu vas en parler tout à l'heure. Avez-vous pu tester Gemini pour les requêtes BigQuery, utile ou pas du tout? Je suis preneur de vos retours. Donc je pense que tu vas parler de tout ce qui va être IA et GPT un peu plus tard, je crois. Je vais en parler très rapidement. Merci pour le spoil d'ailleurs. Mais non, je vais en parler très rapidement, mais dans un contexte un peu particulier. Donc salut Sébastien au passage. La réponse est non sur Gemini. J'ai pas encore testé. Ça semble assez prometteur, mais moi je fais encore un peu mes requêtes SQL à l'ancienne, mais ça a l'air d'être assez prometteur. Alors, et je le traite pas ici, mais si tu veux, je pourrais te l'envoyer en off. J'ai fait vite fait un petit agent ChatGPT auquel j'ai filé le schéma de BigQuery. D'ailleurs, je suis pas du tout le seul à l'avoir fait, mais je l'ai fait. Je te l'enverrai si tu veux, et qui permet de taper de préformater des requêtes spécifiquement sur BigQuery. Mais je sais pas ce que ça vaut par rapport à Gemini. J'ai pas encore pris le temps de l'essayer, mais je pense que la techno est très intéressante. Donc, on a parlé de segments. On a une autre question de Sébastien aussi sur des tips pour éviter l'envolée des coûts BigQuery, puisque tu parlais des coûts BigQuery. Est-ce que tu as des solutions? Alors, déjà, il y a les pratiques toutes bêtes quand on fait de l'analyse toute simple, c'est de commencer sur une petite période et derrière, de toujours aller sur la plus petite période possible.
Et alors après, je veux pas bypasser notre équipe Data Eng qui saurait mieux dire ça. Bon, la réponse très courte et très simple, c'est que globalement, quand on commence à avoir des queries qui coûtent trop cher, c'est d'avoir un vrai pipeline de données pour avoir des tables pré-agrégées qui tournent. Mais je vais pas m'exprimer sur quelque chose que je connais pas aussi bien que nos Data Eng. Donc je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Mais bon, globalement, des outils comme DBT et Dataform, ça dépend du volume, tout simplement. Ça dépend du volume qu'on veut aller taper. Et puis alors après, il y a tout un tas de petits tips du quotidien quand on fait du SQL que je pourrais pas détailler ici. Je me demande si on n'avait pas fait un article sur Honest Insight d'ailleurs. Je veux pas aller dire n'importe quoi, mais il y a des articles qui existent. Et c'est à la marge, mais c'est toujours intéressant parce que ça reste des bonnes pratiques de SQL de façon générale. On a une question dans l'onglet questions, mais je pense que on va avancer, elle est assez généraliste. J'invite tout le monde à poser des questions dans l'onglet questions. Si je peux y répondre en direct, je le ferai. Et sinon, parce que vous pouvez voter aussi, parce que là, ça commence à s'activer dans le chat. Donc, si vous voulez voter par rapport aux questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Et je te relaisse la main, Aristide, et on se refait une pause à la prochaine utilisation. Ça marche. Parlons rapidement de segments. Les segments, finalement, on a fait des métriques, on a fait des dimensions. Maintenant, on va faire des segments. Je ne fais que reprendre la logique de l'interface des rapports d'exploration. Un segment, ça va être relativement simple. Voilà, là, quand on voit la query, on se dit pas que ça va être simple. Mais en fait, finalement, un segment de scope session, ça va être tout simplement une jointure, c'est-à-dire que ça va être la deuxième partie de la requête que vous avez, le P2 as, où on va prendre un session ID sur lequel on a eu par exemple un purchase, un session ID sur lequel on a eu un view promotion, ou d'ailleurs j'ai pris beaucoup d'événements e-commerce, vous l'aurez remarqué parce que sur le dataset de démo, on a beaucoup d'événements e-commerce. Et en fait, derrière, on va tout simplement aller se faire une petite jointure. Alors, les puristes du SQL me diront que faire un left join comme ça à l'arrache, c'est pas une bonne pratique. Ça se fait mieux avec un full outer join, avec un where. Là, je l'ai fait vraiment pour que la requête soit un petit peu compacte et tienne bien sur l'écran. Mais conceptuellement, ça marche à peu près de la même façon. Et où, en fait, donc, finalement, faire un segment de scope session, ça va tout simplement être une jointure sur un session ID. Si on veut faire des segments de scope user, c'est exactement la même chose. C'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau des métriques et de la déduplication, si ce n'est qu'on va aller faire des jointures sur des user pseudo-ID. Et encore une fois, si je veux, là c'est quelque chose qu'on ferait très classiquement et d'ailleurs qu'on peut faire avec l'interface de GA4, mais c'est pour montrer que finalement la notion de segmentation, elle n'est pas hyper complexe. Donc, à ce stade, les gens qui sont un peu expérimentés en SQL diront qu'on n'a pas fait des choses incroyables. Mais je vous invite, quand vous récupérerez le deck, quand vous regarderez les queries sur mon repo GitHub, à vous poser sur le truc. Ça, c'est un vrai exercice que j'ai fait moi-même quand j'ai conçu cette présentation et qui est toujours intéressant. À vous poser sur ce que je vous ai montré jusqu'ici, où encore une fois, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel côté SQL, et à dire, est-ce que avec ça, je suis capable de reproduire les rapports de GA3, GA4 parce qu'il y en a certains que vous pourrez reproduire, il y en a certains que vous ne pourrez pas reproduire, et vous verrez, alors je vous spoil un petit peu la réponse, qu'en fait, avec ces simples, vraiment manipulations SQL toutes bêtes, qui sont pas toujours les plus optimisées du monde, mais c'est pas vraiment le sujet, on peut finalement reproduire énormément de choses assez simplement. C'est ensuite qu'on va un petit peu monter en complexité. Et Vincent, je pense qu'on a quelques nouvelles questions. Non, c'était des réactions de remarques sur comment diminuer des coûts, tout ça. Il y a une question de Lilian, mais je la garde vraiment pour la fin, parce que je pense qu'elle va ouvrir une grande réponse, et tu vas continuer à en parler. Donc je veux vraiment la garder pour la fin, cette question-là. Elle est super intéressante. D'accord. C'est sûr, en gros, si je te la résume, c'est BigQuery 2 points, pourquoi. Donc voilà. BigQuery 2 points parce que. Voilà. Donc, on va continuer. Je laisse les gens continuer à discuter entre eux dans le chat. C'est super. Continuez vos partages. Et vas-y, je te laisse continuer sur la partie 2 de ta présentation. Ou 3. Et bravo la commu. Et merci la commu. Donc, on va un petit peu commencer à faire des trucs rigolos. Parce que là, vraiment, on a fait des tableaux, des comptages bêtes et méchants, un petit peu basiques. Mais on va commencer un petit peu à s'amuser.
Alors déjà, parlons de temps réel. Le temps réel de GA4 qui est là, qui a le mérite d'exister. En fait, dans BigQuery, on a la table intraday qui permet de faire à peu près la même chose que que les tables classiques, que les tables quotidiennes, avec certaines exceptions sur le calcul des sessions, etc. Bah, en fait, vous allez voir que je me suis pas trop compliqué la vie, puisque tout ce qui est dimension, métrique, rows, filter, etc., tout ce qu'on a vu jusqu'ici fonctionne à peu près de la même façon. Mais donc, j'ai rajouté la notion de lookback window, refresh rate et interval. Donc, très concrètement, on va aller prendre une query. Alors là, je suis parti sur une query hyper simple d'aller prendre tout simplement des page views segmentés par page location. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller toper ces dimensions et métriques, mais sur différents intervalles. Donc, sur les 5 dernières minutes, entre 5 et 10, entre 10 et 15, etc. Et donc, en fait, on va pouvoir choisir à la fois la durée sur laquelle on va prendre ces métriques et dimensions, et la lookback window, donc sur combien de temps. Et alors d'ailleurs, pour l'anecdote, la session, je l'avais faite en juin, et alors je ne sais pas si je dois me féliciter moi-même ou féliciter Piwik Pro, mais le temps réel de Piwik Pro a été fait à peu près de cette façon-là. Donc je ne sais pas si les grands esprits se rencontrent, mais en fait finalement, on se rend compte que c'est assez simple à faire, puisque ce ne sont que des queries qui ont globalement la même tête, mais qui vont taper une table intraday. Et en fait, cette table intraday, on va aller tout simplement la taper avec un count case où on va aller juste jouer sur le timestamp. Donc la query comme ça, elle a l'air un petit peu complexe, mais finalement c'est juste du SQL un peu verbeux pour dire je prends le timestamp courant et je vais chercher à moins 5 minutes, entre 5 et 10, entre 10 et 15. Et d'ailleurs, le as vous dit à quel intervalle on le tape. Et du coup, en fait, ça nous permet d'avoir un temps réel très très flexible pour ne pas être à 5, 30, 60 minutes ou autre. On peut aller se faire, alors je ne sais pas si ce serait très utile, mais je sais pas, un temps réel à 3 heures par exemple, où on voit les 3 dernières heures avec un nombre de pages vues consolidé par demi-heure. On pourrait tout à fait imaginer faire ça, ou aller chercher les 10 dernières minutes segmentées par minute. Enfin, on n'est pas tributaire d'un temps réel super arbitraire comme on avait même à l'époque de GA3, même s'il était joli avec des nombres qui clignotaient. Bon, bref. Et donc, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Alors là, pour le coup, c'est des choses qui sont anonymisées parce que ça ne marche pas sur le dataset de démo. Et en fait, on pourrait dire, j'ai différentes pages de checkout, etc., avec le nombre de pages vues sur les 5 dernières minutes, 5 à 10, etc. Et donc derrière, la partie intervalle, donc c'est ce que je vous disais, ça fait un peu redite avec la dernière slide, la partie intervalle va nous permettre de dire jusqu'où je vais donc chercher les données. Donc, on peut reproduire ce que faisait GA3 si on a vraiment des nostalgiques de GA3 qui veulent du temps réel. Alors, c'était à 30 minutes sur GA3 et avec un refresh, je sais pas, qui était à peu près toutes les minutes de mémoire, on peut tout à fait le faire, mais on peut être beaucoup plus flexible. On peut taper tout ce qui touche à l'intraday qui du coup permet à peu près de faire tout ce qu'on a dans notre couteau suisse SQL. Et du coup, la table, on va la taper toutes les X minutes, secondes, et puis on fait un refresh sur le front. Et puis après, du coup, s'il y a des gens qui sont un petit peu chauds en data viz, on peut imaginer faire des choses assez sympas pour refresh la table à intervalles réguliers. J'enchaîne la partie data viz vite fait, c'est là qu'on va parler très rapidement d'IA, et puis on pourra faire une petite pause. Vas-y. La partie data viz, elle va être relativement simple. Alors, la grosse dédicace à la partie data viz des rapports d'exploration de GA4 où les couleurs disponibles sont bleues et bleues. Donc, faire de la data viz, après, je ne peux pas en vouloir à Google, c'est quand même un sujet qui est assez complexe. Et vu que je suis un petit peu feignant, maintenant on a quelque chose qui s'appelle ChatGPT ou Gemini. Du coup, c'était un peu la question de Sébastien. Et moi qui suis un peu feignant sur ces questions de data viz, et en fait, vous pouvez l'essayer par vous-même, hein, ça marche sur n'importe quel dataset. Vous filez un CSV et on peut demander à avoir des choses en SVG, des choses avec Seaborn, qui est une très bonne lib Python pour faire de la data viz, du D3JS ou l'infinité de libs qui existent pour faire de la data viz, avec une palette de couleurs, avec une typo, avec etc.
Et bien évidemment, on pourrait imaginer, alors ça n'engage que moi, mais on pourrait imaginer avoir des pré-prompts qui soient faits pour avoir de la data vis. Alors, bien évidemment, ça ne faudra jamais une vraie interface à la Tableau ou à la Power BI pour aller faire des data vis toujours très harmonisées, qui ont toujours la même tête et très, très optimisées en termes de calcul. Mais en tout cas, pour aller faire une data vis très, très flexible, moi, je trouve que l'IA est une bonne solution. Et il fallait que je parle de ChatGPT, donc j'ai parlé de ChatGPT ici. Et voilà, ça c'est pour le coup, c'est un vrai exemple issu d'un dataset GA4 que j'ai vraiment fait vite fait en demandant. Et de mémoire, je crois que c'est du Seaborn, ça. Donc en plus, si derrière vous avez envie d'aller faire du Python et jouer avec ça, vous pouvez faire ça. Si vous voulez prendre du SVG et retoucher ce SVG pour faire de la belle créa graphique sur Illustrator ou outils équivalents, c'est très très flexible et je trouve que la data vis c'est quelque chose qui se fait très très bien avec de l'IA. J'ai pas mis de slide de transition, mais peut-être que Vincent, on se fait une petite pause question. Alors, Sébastien qui vient de poser une question. Quid de la création de segments de type avancé ou séquentiel dans BigQuery? Est-ce facile à reproduire ou à faire dans BigQuery? Ouais, super intéressant la question sur les segments séquentiels. Ça se fait. Je l'ai pas traité ici. Ça se fait, mais c'est un petit peu plus complexe puisqu'on va aller commencer à faire de la jointure combinée avec du lag. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas couvert sur cette présentation-là. Ça se fait, mais alors les coûts de processing sont pas nuls. C'est de la requête un petit peu touffue. Mais si tu veux, on pourra éventuellement en discuter en off. Ça se fait. Moi, je suis pas capable de le faire comme ça en claquant des doigts, mais du segment séquentiel, ça pourrait tout à fait se faire. Ouais, un petit peu plus de boulot. Et on va prendre la question de Lilian, qui est une question un peu générale. Mais est-ce que GA4 et BigQuery vaut encore le coup? Quand tu prends en compte le coût humain pour manipuler, pour manipuler ça, est-ce qu'il vaut pas mieux prendre un Amplitude par exemple, ou un autre outil du genre? Et si tu as les compétences techniques, pourquoi ne pas utiliser un truc comme Snowplow? Donc en fait, en gros, c'est est-ce que GA4 et BigQuery vaut encore le coup vu la complexité que ça a l'air de demander? Avant que tu répondes, je vais apporter un petit élément de réponse que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui GA4 est un outil de la stack Google Ads. L'autre jour, il y a eu un problème le 27 août sur GA4 et le status log, c'est le status log de Google Ads, si vous voulez avoir un status log de Google Analytics. Donc aujourd'hui, ça vaut encore le coup parce que si vous faites du Google Ads, vous n'avez pas forcément... Enfin, ça fait partie de la stack technique. Maintenant, toi, si tu veux rajouter des trucs... Ouais, je suis complètement d'accord sur la partie interface. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'export BigQuery, il est bon alors sauf quand on est sur des gros comptes, globalement, il est gratuit. Snowplow, c'est une très bonne solution. J'y ai un tout petit peu touché. Le coût de mise en place d'un Snowplow, il est pas. Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui diront non, Snowplow, ça se met en place très facilement. Moi, j'avais vu la mise en place d'une infra Snowplow dans GCP. C'est quand même des bonnes compétences. Mais c'est un sujet. Hein, c'est un sujet. T'as tout à fait raison, Lilian, sur la réflexion. Voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ça est gratuit et que le coût pour un client ou pour une boîte de données, finalement, il est que sur la partie apprendre le SQL et réussir à s'en servir correctement. Un outil comme Piwik Pro ou Piano ou même des Adobe, etc., qui ont une bien meilleure interface que GA4 ont un coût aussi. Donc en fait, il faut vraiment mettre les deux à côté, de savoir si tu as envie de payer de la licence ou de l'humain et de l'apprentissage. Et ça, par expérience, selon les volumétries de sites, la réponse va jamais vraiment être la même. Oui, et puis généralement, ce que tu montres, c'est pas des choses qui sont à refaire, c'est des choses que au bout d'un moment, tu enregistres tes requêtes et ça tombe tout seul. Donc, il y a un coût à l'entrée qui va diminuer au fur et à mesure. Donc là, ça a l'air très impressionnant parce qu'on les a les unes à la suite des autres, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est un projet en fait, c'est un mode projet où on va créer ses propres requêtes et le but c'est qu'elles tournent au fur et à mesure. Et puis on fait souvent, on va dire pour des besoins de reporting très basiques, on fait quand même souvent beaucoup la même chose, hein. Comme on fait beaucoup la même chose dans l'interface finalement.
Et je pense qu'il y a peut-être une dizaine, quinzaine de fonctions SQL à connaître. Et finalement, par expérience, on finit souvent par faire la même chose. J'avance, il reste deux gros types de rapports à voir. La notion de temps passé. Alors la notion de temps passé, c'est quelque chose qui n'est pas hyper simple dans les outils d'analytics de façon générale, parce que c'est du processing, c'est du SQL qui n'est pas si simple que ça. Et je pense à Piwik Pro notamment, qui est on n'est pas là pour parler de Piwik Pro, mais qui est un outil où dans l'interface, c'est pas toujours simple d'avoir les notions de temps passé, un peu plus complexe que dans d'autres outils. Et notamment la notion de temps passé moyen sur la page. C'est un screenshot qui vient de GA3 et c'est pas par hasard parce que c'était des métriques quand même super pratiques. Et on va voir que ça se fait malgré tout assez bien avec BigQuery. Donc en fait, plutôt que d'avoir une métrique de type temps passé sur la page, on pourrait imaginer avoir quelque chose de ce que j'ai appelé Time Calculator, avec un nom d'événement, des paramètres et un time param name. Alors vous allez voir, c'est cryptique, mais vous allez très vite comprendre de quoi il est question. Donc, en gros, on va aller prendre des événements. Donc, par exemple, on va aller prendre que des pages vues et on va d'abord isoler ces événements-là. On va prendre, pour l'ensemble de nos utilisateurs, on va aller prendre l'ensemble des pages vues. On peut aussi prendre l'ensemble des user engagement parce que les user engagement, donc, comme vous le savez sans doute, ils partent au déchargement de la page et ça nous permet d'avoir un calcul un peu plus précis des timestamps. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on va calculer la différence entre un événement donné et l'événement suivant. Et on va faire tout simplement un diff entre les deux en allant faire, tout simplement un group by consolidé de ça. Hop, et voilà, et qu'on va retrouver ici. Et en fait, on va aller se faire. Alors non, c'est pas le bon screenshot. Non, j'ai pas surligné la bonne chose, mais en fait, c'est le lead qui va être là, le lead over partition by user ID. Et c'est-à-dire qu'au niveau d'un utilisateur donné, on va aller lier un timestamp au timestamp suivant. Donc, si vous avez déjà touché au window function en SQL, vous voyez de quoi je parle. C'est peut-être le concept le plus complexe, mais en fait, finalement, ça va permettre de calculer un timestamp courant par rapport au timestamp suivant ou par rapport au timestamp précédent. Et du coup, ça va nous permettre facilement d'aller calculer le temps passé moyen sur un événement donné en refaisant une moyenne de tout ça derrière. Et donc finalement, encore une fois, imaginez que ce tableau soit rempli. On va aller prendre une page vue donnée, donc par exemple une title, une URL, etc. Et en fait, la métrique, alors que si vous avez une très bonne vue, vous allez voir, c'est average time before next event. En fait, ce serait vraiment l'équivalent du temps passé moyen. Et en fait, là, ce que vous avez sur cette requête-là, c'est tout simplement le temps passé moyen par page. Donc en fait, on a reconstitué le temps passé moyen par page qu'on a dans GA3, qu'on a un peu différemment dans GA4 et qu'on a dans tous les outils d'analytics, en faisant tout simplement, en prenant en compte le user engagement qui nous permet d'avoir des temps un peu plus précis. Donc du coup, ça nous permet de refaire des calculs de temps passé très basiques sur des pages, qui sont des choses qui sont quand même assez utiles au quotidien. Mais en fait, une fois qu'on a compris le principe de ce lead ou de ce lag, donc de ces window functions en SQL, on peut aller faire des choses beaucoup plus pointues. Par exemple, calculer l'écart moyen entre deux étapes d'un tunnel. D'ailleurs, ça, si vous regardez les rapports d'exploration de type tunnel dans GA4, qui sont super bien, je pense que c'est peut-être la meilleure feature de GA4, les tunnels, et en fait, vous avez ce genre de choses. Mais finalement, on pourrait tout à fait imaginer calculer le temps moyen donc sur une page, sur une étape de tunnel, entre deux événements donnés, je ne sais pas, un utilisateur qui cliquerait sur un bouton de partage social, puis qui referait une action un petit peu similaire. On pourrait se refaire des calculs de temps passé à la suite d'un événement donné de façon totalement custom. Et en plus, on a ces événements user engagement. Alors c'est pour ça que moi, dans l'interface, je l'ai mis en mode include user engagement ici, avec une petite tick box. On peut jouer intelligemment avec le user engagement pour aller capter donc des déchargements de pages. On pourrait le faire ou ne pas le faire, et finalement, ça nous permettra d'avoir des calculs qui seraient assez intéressants. Évidemment, une fois qu'on a vu tout ça, pour aller ne pas réutiliser tout ce qu'on fait, on pourrait avoir des dimensions, des métriques, des lookups, des reports, des champs calculés et des prompts qui soient disponibles dans une espèce de librairie, ce qui regroupe un peu tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et on pourrait imaginer, pour ne pas réinventer la roue, avoir un système de template communautaire,
un peu comme on a sur les tags et les variables de GTM. C'est quand même un gros succès côté GTM, avec des choses qui soient publiques, qui soient sur GitHub, etc. Une fois qu'on a mixé tout ça, je vais passer un petit peu rapidement là-dessus parce que j'ai un dernier point à couvrir. On peut imaginer tout simplement mixer nos queries en allant prendre une première query et une deuxième pour aller faire tout simplement des jointures. Si j'ai fait quelque chose au niveau de mes produits, si j'ai fait quelque chose au niveau de mes sessions, etc., et ben on aurait tout simplement une jointure derrière. Je ne vais pas dans le détail là-dessus parce que ce ne serait pas forcément hyper lisible, mais si vous avez fait un tout petit peu de SQL, vous savez comment fonctionne une jointure. Et en fait, notamment, l'intérêt de mixer des queries, ce serait de prendre une query classique du genre le nombre de pages vues par page et le temps passé par page. Et en fait, de reprendre des queries préconsolidées et juste de faire une jointure au niveau d'un page path et de dire, d'une part, j'ai le nombre de pages vues par page et le temps passé moyen par page, ce qui est quand même un peu la base de mettre ces deux métriques côte à côte. Pour finir, je crois qu'il nous en reste un ou deux, on a la distribution de valeurs. Donc la distribution de valeurs, ça va être quoi? Ça va être, je vais inclure certains événements. Et en fait, plutôt que d'avoir tout simplement, plutôt que d'avoir des métriques brutes, je vais calculer donc de la distribution. Donc comment ça va se passer? Hop, je mets plutôt ce screenshot là qui est un petit peu plus parlant. Ça va nous permettre de reproduire ce qu'on avait avec les rapports qui s'appelaient engagement utilisateur dans GA3. J'ai déjà oublié GA3, mais où on avait la distribution du nombre de pages vues par session. Les sessions entre à moins de 2 pages vues, entre 2 et 5, etc. En fait, c'est assez dramatiquement simple en termes de SQL, puisque encore une fois, ça va être un simple case end. Et en fait, ça nous permet de recréer des buckets sur du nombre de pages vues par session, sur du taux d'engagement, etc. Je passe assez vite là-dessus. L'idée, c'est tout simplement de recréer des intervalles sans être tributaire tout simplement de moyens. Du coup, typiquement, ça nous permettrait de faire des choses comme avoir un bounce rate, quelque chose d'un peu moins arbitraire que le bounce rate, le taux de rebond, et d'analyser plutôt de la distribution. Encore une fois, je réinvente pas la roue, c'est ce qu'on avait avec les rapports d'engagement de GA3, et on peut se recalculer le taux de rebond comme ça, puisque le taux de rebond, on aurait tout simplement un bucket avec tout simplement un event page view par session. Et pour finir, je suis allé un tout petit peu plus vite sur le dernier point parce que je voulais insister là-dessus. Moi, je trouve que ça, c'était peut-être que Vincent, on se fait peut-être une mini pause question avant celui-là. Il n'y a pas trop. Enfin, là, je vois des questions, mais je vois qu'on a démarré il y a 50 minutes. Donc, je vais te laisser finir. On prendra les questions sur la fin. Ouais, voilà. On va juste finir sur celui-là parce que je pense que c'est peut-être la seule feature où il y a un tout petit peu d'intelligence en termes de SQL. Et d'ailleurs, il y a probablement des gens qui maîtrisent mieux le sujet que moi, qui auront des choses à redire, mais ne serait-ce que pour le concept, je tenais à le partager. Moi, je trouve que c'était une feature qui était super intéressante dans GA3, c'était la valeur de la page. La valeur de la page, c'était au niveau session. Je prends des utilisateurs qui ont fait une conversion, des sessions qui ont fait une conversion, et en fait, je dispatche une valeur arbitraire, une valeur monétaire, par exemple $100, entre toutes les pages de la session. Et ça permet de dire que j'ai une page qui apporte, toute proportion gardée, plus de conversions. Et ça, c'était super utile quand on voulait voir s'il y avait certains articles qui donnaient plus d'abonnements, certaines pages produits qui amenaient plus de conversions, etc. Et malheureusement, ça manque un petit peu dans l'interface de GA4. On va voir que ça demande un petit peu de travail, mais que ça peut se refaire, mais de façon beaucoup plus puissante. Et en fait, le page value, c'était pas mal, mais ça ne s'appliquait que aux pages et que aux événements de conversion. Et là, en fait, on va se rendre compte qu'on peut faire exactement la même chose, mais sans être tributaire d'un événement donné, et puis surtout, sans avoir besoin de le mapper en amont, et que derrière, tout soit processé à la fois. Donc, comment ça va se passer? En termes d'interface, on va avoir le nom de l'événement de conversion qui va nous intéresser. On va regarder les paramètres d'événements qui vont nous intéresser. On va voir ce que c'est après. Et en fait, on va voir sur quel événement on backfill. Par exemple, l'événement le plus classique, ce serait une conversion qui soit un purchase. Et on veut analyser par page. C'est l'exemple que je vais prendre et c'est ce qu'on a classiquement. Mais on pourrait imaginer faire ça sur n'importe quel événement. Donc, comment ça va se passer? Ça va se passer en plusieurs temps. Donc, dans un premier temps, on va extraire tout le chemin jusqu'à la conversion.
Donc, c'est-à-dire que je vais d'abord aller prendre tous les événements, y compris l'événement de conversion, donc tous les page views et tous les purchases. Et en fait, pour des sessions qui ont fait un purchase, je vais aller prendre donc toutes les pages précédentes. Ensuite, je vais isoler les utilisateurs qui ont réalisé la conversion. Donc là, je le fais au niveau user. Alors, je ne l'ai pas couvert en détail, je le fais au niveau user. On pourrait le faire au niveau session, ce serait exactement le même principe avec une petite jointure sur un session ID avec la concaténation habituelle. Et on pourrait le faire de façon custom en allant chercher une lookback window custom sur un certain nombre de minutes ou sur un certain nombre d'heures. Donc, on va chercher la lookback window en allant donc chercher un user pseudo ID. On se refait une jointure entre ces deux premières tables, c'est-à-dire que je vais prendre tous mes événements qui précèdent la conversion. Une fois que j'ai fait ça, je refais cette jointure-là. Hop, j'ai deux fois la même slide, pardon. Je reprends le nombre de hits par utilisateur, c'est-à-dire que c'est pas le tout de savoir qu'un utilisateur ou une session donnée a fait une conversion. Je vais prendre le nombre de hits et en fait avoir le nombre de hits, ça nous permettra d'avoir un dénominateur pour faire notre calcul. Et une fois que j'ai fait ça, je calcule tout simplement la pondération totale, c'est-à-dire que j'ai pris 100. Alors moi j'ai pris une valeur arbitraire de 100. Si on voulait prendre la valeur de conversion, ça demanderait un petit peu plus de travail, mais ce ne serait pas beaucoup plus compliqué. Et en fait, donc je divise ça par le nombre de hits par utilisateur, et ça me donne donc ce que j'ai appelé un weight, et du coup ça me permet de reproduire le page value. Donc, alors, bien sûr, la query, là, je vous la présente bout par bout. Elle est un chouïa complexe, mais si vous la regardez en détail, vous verrez qu'elle se fait tout simplement étape par étape et elle est relativement simple. Donc, ça nous permet d'avoir des choses du style page value, mais beaucoup plus flexible. Par exemple, on pourrait attribuer des impressions produits à des purchases. C'est quelque chose que faisait l'interface de GA3 et qu'on n'a plus dans GA4, mais là, on pourrait le faire et on pourrait le faire de façon beaucoup plus custom. On peut faire même de l'attribution sur des sources de trafic en prenant les session start. On peut faire de l'attribution linéaire. Faire de l'attribution avec des modèles un peu custom, c'est un petit peu plus complexe. Ça se fait, mais c'est un peu plus complexe. Et surtout, ce qui est intéressant, et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout faire dans UA, c'est qu'on peut jouer avec les différents scopes. C'est-à-dire que si j'attribue une conversion de façon linéaire au niveau de la session, au niveau du user, voire au niveau d'une lookback window custom de 10 minutes, d'une heure, d'un mois ou que sais-je, on aura des résultats différents. Et finalement, ça ne change pas dramatiquement la façon dont on fait la requête. Donc, c'est toujours intéressant à comparer. Je vous invite à jouer avec cette requête. Je pense que c'est la plus intéressante et je pense que j'ai à peine effleuré ce qu'on peut faire avec. Mais en fait, quand on comprend comment elle fonctionne, ça nous donne quand même un grand pouvoir. On va prendre les questions et après, je discuterai de ce que je n'ai pas couvert sur cette présentation. Très bien. Il y en a deux. Trois, voilà, ça arrive. Je regarde juste dans le chat. Non, c'est bon, j'en ai pas loupé. Donc, il y a trois questions. Je vais prendre celle avec le plus de votes, celle de Lisa. Il est maintenant beaucoup plus simple de suivre l'attribution dans BigQuery depuis la mise en dispo du Session Scope. Mais au vu de tous les problèmes, questions liées à l'attribution dans GA4 et BigQuery, quid d'utiliser d'autres outils? Pouvons-nous avoir confiance en la donnée d'acquisition d'un BQ? Je te laisse répondre, je rajouterai peut-être un truc après. Ah oui, dans le sens, est-ce qu'on a confiance dans la façon dont les hits sont envoyés à GA4? Oui, je suis d'accord. Est-ce que le session start part vraiment au bon moment? Est-ce qu'on a confiance dans les infos qui sont envoyées sur le last traffic source, etc. Ça se discute effectivement. Il y a des, alors on peut tout à fait imaginer aller override certaines choses. Je l'ai pas récemment fait, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'on n'est pas content du session start de GA4 et on se fait un événement custom. On n'est pas content, j'en sais rien, ou tout ce qui est lié à l'attribution. On n'est pas content du user engagement. Refaire un user engagement custom en allant choper le déchargement de la page, c'est pas très compliqué. Aller recalculer du temps passé, ça se refait. Moi, alors, se refaire un pipeline de données complet pour aller écrire dans BQ direct, ça se fait, c'est un petit peu de travail, on peut faire des cloud functions, on peut faire des choses comme ça. Ça demande quand même un petit peu de travail. Mais alors, ça n'engage que moi. Moi, je trouve que globalement, GA4, ça reste un outil assez
assez sain en termes de collecte. Et même si les données comptables dans BQ sont un tout petit peu processées, ça reste suffisamment brut pour qu'on puisse en faire des choses et aller se mettre des petits overrides, ça peut se faire. Et alors en particulier sur le last session source, là, le champ qui est arrivé dans l'été, typiquement celui-là, j'ai pas encore vraiment joué avec, mais a priori, faut attendre un petit peu avant de l'utiliser. J'en dirai pas plus. Ok, moi je voulais juste rajouter plutôt un retour d'expérience qu'on a chez nos clients où on a, quand on commence à avoir des gens qui veulent vraiment s'énerver dans l'attribution, on va avoir la limite du consentement qu'on a avec GA pour les gens qui respectent, bien entendu tout le monde. Et dans ce cas-là, les gens vont plutôt se tourner vers d'autres outils qui sont avec une exemption de consentement pour creuser un peu plus l'attribution. Et ça, autant sur le web, bon, ça existe, autant sur les applications mobiles, là, c'est vraiment tout le monde qui a ça, où on va avoir du AppFlyer, on va avoir du Kochava, des outils comme ça pour faire de l'attribution publicitaire, parce que sur l'app, c'est encore un autre délire. Donc je connais pas forcément parce que tu disais les dernières évolutions sur le Session Scope, mais ça a l'air plus simple. Après, dans la pratique, on a souvent un autre outil qui va régler juste cette question. Je vais passer à une autre question qui est très ressemblante, celle de Florian. Est-ce que tu as parlé de l'attribution donc là, on vient d'en parler. Modèle last click, click non direct, data driven, début de la session versus événement, session start. Je la mets en direct, même si je pense qu'on y a pas mal couvert là. Ouais, tout à fait. Bah là, pour le coup, ne serait-ce que sur le dernier point que j'ai couvert, tu peux commencer à jouer en attribuant par exemple un purchase à différents session start en isolant la session. C'est de l'attribution linéaire un peu concon, mais c'est déjà une première chose. Si tu as envie de creuser la partie attribution, j'avais lu un super article, il y a AdSwerve qui avait fait un très bon article sur les méthodos pour faire de l'attribution non linéaire, pour faire de l'attribution sur différents modèles. J'ai pas le lien sous la main, mais si tu cherches AdSwerve Attribution, et malheureusement, il y a un autre article que j'ai vu, évidemment, je l'ai pas sous la main, mais j'avais vu quelqu'un d'autre qui avait fait quelque chose d'un peu plus touffu. Ça se fait. Enfin, de toute façon, à partir du moment où on a les session start et où on a les sources, on peut faire de l'attribution. On peut refaire les différents modèles d'attribution qui existaient dans GA3. Là, pour le coup, ça dépasse ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est des choses un peu plus touffues. Ça se fait, mais c'est quand même un petit peu plus touffu. C'est un sujet super intéressant d'ailleurs. Mais ça se fait très bien. Je pense il reste encore 2 questions. Je vois que Sébastien, qu'on avait posé une, est parti. On va peut-être terminer parce que là, ça fait 1 heure. On termine et on prendra 5 minutes pour répondre aux 2 questions restantes. Comme tu veux, à moins que tu veuilles me dire que tu veux le faire plutôt une question-réponse pour finir. Parce que là, ça arrive. Non, mais très bien. Globalement, juste pour dire que j'ai couvert qu'une toute petite partie de ce qu'on pouvait faire. J'ai réfléchi un peu par rapport à l'interface de GA3, mais bien sûr qu'on peut faire infiniment plus de choses avec BQ. Les tunnels, la trib, on en parlait à l'instant. La notion de cohorte, je ne l'ai pas couverte parce que la notion de cohorte, elle est assez limitée dans l'interface de GA4, mais on peut faire des choses beaucoup plus puissantes et beaucoup plus intéressantes avec BQ. J'ai pas couvert la partie dataset tiers parce que quelque chose qui est pratique avec GA4, c'est de croiser avec Google Ads typiquement. Donc aller taper un dataset tiers avec Google Ads, les campagnes, je crois qu'on peut récupérer les infos depuis le Gclead, ça se fait dans BQ, mais le dataset Google Ads, il est très très conséquent et très très verbeux. Donc il faut bien le connaître, mais on peut faire ce genre de choses. Et ce que j'ai pas couvert, alors c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en SQL, c'est du User Explorer individuel. C'est-à-dire prendre un utilisateur, ce qu'on a un peu dans GA4, ce qu'on avait dans GA3 et qui peut être pas mal pour faire de l'investigation sur des problèmes de remontée. Pour RGPD, no comment. Mais voilà, et je pense que même dans cette liste-là, il y a plein de choses que je n'ai pas couvertes, donc la limite, c'est votre imagination. On peut prendre les questions, hein. Allons-y pour les gens qui sont encore là. Alors, on a plusieurs questions qui sont arrivées. Alors, merci Elias, parce que Elias, pendant que tu parlais, a mis l'article de AdSwerve dans le chat. Trop bien, merci beaucoup.
Alors, j'ai pas forcément d'ordre, donc là je vais prendre dans les ordres d'arrivée. On a Sébastien qui nous demande est-ce que on a réussi à reproduire les chemins utilisateurs via BigQuery avec des définitions personnalisées? Quel retour et difficultés rencontrées? Moi personnellement, j'ai pas fait de ce côté-là. Je suis plutôt team interface Explorer. Est-ce que toi tu as déjà fait? Les chemins, bah alors les chemins, le faire à un niveau en prenant d'une page à la page suivante ou d'un événement à l'événement suivant, ça se fait. Alors je l'ai pas fait directement ici, mais c'est des leads et des lags. En gros, ça se fait très bien. Euh, Ça commence à devenir un peu plus pénible, enfin un peu plus verbeux quand il faut faire trois ou quatre niveaux. Un peu ce qu'on a avec le Sunburst de Content Square, cette feature exclusive, et de dire des gens qui ont fait homepage, puis article 1, puis article 2, ce genre de choses-là. Ça se fait, c'est juste que ça fait des queries qui sont un peu plus touffus, parce qu'on fait du lead de lead ou du lag de lag, ou du lead de lag, mais ça se fait. Ok. Alors là, je vais les prendre par vote. Question de Xavier. Question philo. Finalement, le passage de UA à GA4 avec la dégradation de l'interface et des KPI presque risibles, ne serait-il pas une stratégie délibérée de Google pour promouvoir BigQuery et Looker? Avant que tu répondes, pour moi, l'interface de GA4, la stratégie assumée, c'est de s'assumer être un outil Google Ads. Mais vas-y, je te laisse répondre. Je vais donner mon avis. Alors, je suis, alors si, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Vincent, et j'ai beaucoup de théories du complot là-dessus, mais je les partagerai pas en live. Euh, mais y a-t-il un pilote dans l'avion chez Google? Ouais, c'est vrai. Même si là, on a vu qu'ils faisaient un effort sur l'interface. Là, ils ont sorti quelque chose hier où ils essayent de faire des efforts sur l'interface et on peut saluer ça. J'espère que c'est que le début. Ensuite, question de Yannick. Est-ce que tu as une solution pour obtenir les chemins de conversion les plus fréquents que nous avions dans GA3? Sur support, campagne, nombre de conversions, valeur de conversion. C'est une bonne question. Salut Yannick, au passage, je sais plus si je t'avais dit bonjour. Ouais, les chemins. Bah, alors ça, c'est pas hyper simple parce que c'est un rapport qui est très granulaire en fait. Et puis on se retrouvait avec des centaines et des centaines de lignes. Alors c'est sûr que ça se fait, mais là comme ça, je peux pas te dire si c'est quelque chose d'assez simple ou si ça nécessite vraiment de l'engineering derrière. Je sèche totalement là-dessus. Enfin, c'est possible, c'est sûr. Est-ce que c'est simple? Je sais pas. J'ai pas la réponse tout de suite, mais c'est une bonne réflexion. Je réfléchirai à ça. Tu vas avoir, mais là ça va plutôt être côté interface, tu vas l'avoir dans le module attribution de GA4 qui est un peu paumé. Ouais. Euh, Et qui est pas si mal que, mais qui est pas si mal que ça. D'ailleurs, ouais, il faut le noter. Il est plutôt pas mal. et plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'on a perdu par rapport au choix du modèle d'attribution, où là on a le data-driven que tout le monde maîtrise parfaitement et le last click. Et on a un peu moins de chemin d'attribution. Parce que ce que soulève ta question, Yannick, aussi, c'est aussi quel modèle d'attribution tu mets sur ta conversion les plus fréquentes. Et est-ce que tu veux, comme GA3, du last click, ou est-ce que tu veux différencier des modèles d'attribution? Donc là, je pense qu'on a terminé de répondre. Je mets ça pour répondre aux autres questions. Mais ravi d'en discuter avec toi, Yannick, Ouais. en privé. Tu connais nos adresses. Euh, euh, alors, Ewen, des recommandations de requêtes pour reproduire le rapport de page de destination de GA4. Utiliser l'event paramontrance ou la page de l'event session start. Deuxième option. Deuxième option, la page de l'event session start. Parfait. Ça fait le job. Et Yannick nous dit l'idée de pouvoir recréer les modèles d'attribution, car dans GA4, il n'en reste que 2 et sans détail. Oui, bah, c'est ce qu'on se disait. Ouais. C'est ce que disait Aristide quand on a parlé du modèle d'attribution. Ça se fait. Tu as l'article qu'Elias a partagé, mais ouais, là, ça mériterait un webinaire à part. Est-ce que j'ai oublié du monde? Non, je pense qu'on a répondu. Peut-être Sébastien. Oui. Si, celle-là, on y a répondu. Eh ben, écoutez, nous sommes à 1h10 du webinaire. Je vois que les gens ont commencé à partir. On est encore 35, donc bravo à tous pour
parce que c'était une conférence qui était un peu technique. Vous voyez, on vous avait prévenu que c'était un peu différent de d'habitude. On espère que ça vous a plu. Vous aurez le replay, tous les inscrits auront le replay si vous êtes arrivé un petit peu en retard ou si vous avez dû partir, et dans ce cas-là, vous ne m'entendez pas. Là, je vois que ça parle. On vous remercie d'être resté. Merci pour vos encouragements. On va avoir quelques prochains webinaires. Alors, je sais pas la liste. Je sais que on a Baptiste chez nous qui va faire un webinaire et moi je devrais faire un webinaire Shopify dans les semaines à venir. Donc n'hésitez pas à être en attente, à nous suivre sur LinkedIn. C'est là où on va faire le plus de communication. Le blog Unnest Insight, insight.unnest.co. Allez voir unnest.co, on a refait le site il y a quelques mois si vous l'avez toujours pas vu. Et le Slack, alors c'est pas le Slack de Unnest, on n'ouvre pas notre Slack, c'est le Slack Data for Marketing, dans lequel on serait ravis de vous accueillir. Je vais vous mettre le lien juste ici. Aristide, je te laisse faire ton au revoir si tu veux. Merci aux courageux qui sont restés jusqu'au bout et à bientôt à ceux que je recroiserai. Et on termine sur cette belle note. Au revoir à tous. Salut!